Cette conversation. Ok. Ok, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci de vous installer confortablement. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Installez-vous, prenez de quoi noter. Nous allons commencer dans quelques petites minutes. Nos invités sont déjà là. Ils sont impatients de nous partager leurs ressources, leurs éléments. Donc, je suis heureux aussi que vous ayez pris de votre temps pour nous rejoindre. Et je suis persuadé que nous allons passer voilà, un bon moment de partage, d'échange, de discussion ensemble. N'hésitez pas à prendre un bloc-notes, n'hésitez pas à trouver un stylo, à avoir un peu d'eau à côté parce qu'il ne faut surtout pas que vous soyez perturbé au cours de ce webinaire-là. Il ne faut surtout pas que vous puissiez vous éloigner. Il ne faut pas être distrait. Donc, assurez-vous que vous êtes dans un endroit calme, tranquille, que vous avez pris de quoi noter et que vous avez fait en sorte de ne pas être perturbé. Voilà. Donc, mettez votre téléphone hors d'état de perturbation. Nous allons vivre un très bon moment, j'en suis convaincu. Voilà, les uns et les autres ont commencé par nous rejoindre. Très bien, très bien, très bien. Nous allons bientôt commencer. Il y a Alida Vieira qui est connectée. Alida, c'est Alida de Abidjan, c'est ça? Bonjour Alida. Hein? Vous pouvez écrire dans le chat, hein, nous dire. Ah, il y a mon cher Christian Paloki connecté depuis, lui c'est depuis Dakar. Ok, c'est super. Innocent Zeymana. Innocent Zeymana doit être là depuis la Guinée en principe, si je ne me trompe pas. D'accord, super, super, super. Ah, très bien. Depuis Abidjan, c'est super, c'est super. Merci d'être avec nous, merci de partager ces moments-là. Tislim Fall, Mam Kumba Sankare, ah, c'est super, c'est super, c'est super. Ah, bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Evelyne du Burundi, ok, génial, génial. C'est sympathique d'avoir les amis du Burundi qui sont là. Innocent, vous êtes connecté depuis où? Vous êtes à Dakar ou vous êtes du côté de Conakry? Merci de nous le dire. Installez-vous confortablement et pour tous ceux qui nous rejoignent, je disais à l'instant qu'il faut surtout, surtout pas être distrait. Il faut avoir de quoi noter. Si vous avez votre conjoint qui est à côté, si vous avez votre fiancé qui n'est pas loin, appelez-le, dites-lui que c'est maintenant qu'il faut qu'il se connecte parce qu'il faut qu'il reçoive le même partage que vous. Assurez-vous que les personnes sont là, que vous êtes ensemble, que vous suivez. Voilà, si vous êtes ensemble, que vous êtes là au même moment pour recevoir tous ces éléments-là. Nous allons encore patienter 2 petites minutes pour attendre les retardataires et nous allons commencer dès qu'il sera 13h05 GMT. Je vois beaucoup de belles personnes qui sont connectées à Selom. Ok, super. Bienvenue, bienvenue. Lise Mombo, bienvenue. Dites-nous d'où est-ce que vous êtes connectés. Emmanuel Yadjuro, bonjour. Emmanuel Kono, bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est sympa de vous avoir avec nous. Moïse, bonjour, bienvenue, bienvenue. Merci d'être là. N'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous êtes connecté. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des raisons particulières qui expliquent votre présence ici. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Oui, salut mon cher Moïse, bienvenue. Bonjour, bonjour Tislim, bienvenue, merci d'être là.
Madeleine Sen, bonjour. Madeleine Sen a beaucoup de questions hein, pour le couple orateur. Donc, préparez-vous. Hein. Madeleine Sen avait commencé par me poser toutes ces questions dès qu'elle a vu, dès qu'elle a vu l'annonce du webinaire. Bah voilà, elle le confirme. J'ai beaucoup de questions. Ne vous inquiétez pas, Madeleine. Les conférenciers aussi, ils ont beaucoup de réponses. Ils ont une grande expérience. Donc, je pense que tout le monde sera satisfait aujourd'hui. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on perde du temps. Et voilà, nous allons d'ailleurs commencer. Nous allons démarrer. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Je suis très, très heureux que nous puissions discuter de ce thème-là. Baraka Gate, vous le savez, c'est désormais ce creuset-là qui nous permet d'échanger, qui nous permet de nous améliorer, qui nous permet de grandir ensemble. Nous partageons des ressources sur différentes thématiques. C'est vrai que cette thématique est très nouvelle. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé par partager l'information, plusieurs se sont tournés vers moi pour dire, mais coach, vous faites désormais dans le coaching de couple, etc. J'ai dit non. Moi, je n'en fais pas. Par contre, nous avons compris quelque chose, c'est qu'on ne peut pas travailler à équilibrer ses finances, on ne peut pas travailler à évoluer professionnellement, on ne peut pas travailler à être un bon leader, à bien gérer son temps, à évoluer sur certains aspects et ne pas prendre en compte son mariage, ne pas prendre en compte une aventure que finalement on va vivre pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui aura des répercussions sur tous les autres aspects de la vie. On a compris que la vie familiale, c'est important, c'est essentiel. Et quand j'ai rencontré ces personnes, j'ai trouvé qu'elles avaient un très, très bon message et qu'il fallait que beaucoup de personnes le reçoivent. Et je me suis dit que ce serait génial qu'on puisse échanger autour de cette thématique-là. Donc, je les ai contactées, elles ont accepté et aujourd'hui, je suis sûr que nous allons passer un très bon moment ensemble. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous avons retenu ce thème, réussir sa vie de couple. Réussir sa vie de couple. Donc, nous allons discuter, nous allons débattre ensemble. Je suis Gaius, je suis votre ami et je suis l'ami de toutes les personnes qui veulent prendre leur vie en main, qui veulent évoluer, qui veulent avancer dans les différents aspects de leur vie. Parce que chacun de nous a un message, chacun de nous a une mission, chacun de nous a un impact, chacun de nous doit pouvoir influencer, doit pouvoir vivre et impacter autour de sa communauté. Je vais très rapidement vous présenter nos conférenciers du jour, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine très bien. Il s'agit du couple. Nous avons aujourd'hui un couple spécial, le couple Happy et Elon, les Tozo. Bon, après, leur nom, il n'est pas facile à écrire. Le couple Tozo, ils sont mariés depuis 2007. Donc, nous avons quand même un couple qui a quoi, 14 ans peut-être de vie commune. Ils sont ensemble et ils ont 3 merveilleux enfants, Jérémy, Samuel et Sarah. Donc, si je ne me trompe pas, c'est deux gaillards, 2 lions et une belle princesse. Voilà. Quelque temps après leur mariage, ils ont commencé à encadrer, conseiller et accompagner des couples fiancés et mariés au travers de séminaires et différents programmes de formation. Passionné de partage et d'enseignement, le couple Tozo est actuellement auteur, conférencier et fondateur de plusieurs écoles de formation sur le mariage, dont l'école des jeunes équilibrés, l'école des fiançailles et l'école des couples épanouis, pour ne citer que ces différentes écoles-là. Ils sont auteurs, je l'ai dit tantôt, et ce livre que j'ai en main là, c'est l'un de leurs ouvrages. C'est le tome 2 d'ailleurs, à l'école du mariage. Ils en sont l'auteur. Un livre extrêmement riche. C'est le deuxième d'une série. Le tome 1 était déjà paru il y a quelques temps. Et ce livre, moi, je l'ai adoré. Il est extrêmement pertinent et je trouve que toute personne qui aspire au mariage, toute personne devrait le lire. Et désormais, s'il y a quelqu'un qui se marie autour de vous, n'hésitez pas à inclure cela dans la liste de cadeaux. C'est essentiel. Je l'ai offert récemment à un couple qui se mariait. Et la dame nous a envoyé un message pour nous remercier parce qu'elle a commencé par apprécier l'ouvrage. Donc, l'ouvrage parle du mariage, de comment s'attacher à une femme, de comment reconnaître son rôle de conjoint, de comment apprendre à bien communiquer, de comment mieux résoudre les conflits, de comment gérer l'argent dans le couple. Je sais que c'est une problématique essentielle. De comment gérer la belle famille, le cadre social, l'intimité, qu'elle soit spirituelle ou sexuelle. Voilà un livre contextualisé. Comment être parent selon Dieu. Ben voilà, donc vous avez des thématiques ici très intéressantes qui sont abordées et c'est un plaisir, c'est un véritable honneur pour moi d'accueillir Happy et Elom Tozo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gaius. Nous sommes très Comment allez-vous?
Oui, on va très, très bien, très, très bien. Nous allons bien. Et nous sommes heureux d'être ici avec Baraka Gates et j'espère que nous allons passer de très, très, très merveilleux moments. Bah oui, moi j'en suis sûr. Bonjour l'homme. Bonjour, coach. Je vais J'espère que bien. ça va bien. Ça va très bien. On est impatient de commencer, hein, parce que nous savons que nous allons passer de très bons moments avec l'auditoire. Ok, super. Bah, moi également, hein, je suis très impatient et j'imagine que nos auditeurs également. Du coup, on ne va plus tarder. On va démarrer tout de suite. Merci d'être là. Ma première question, ce serait pour vous, comment est-ce que vous définiriez le mariage? Pour vous, c'est quoi le mariage finalement? Parce que tout le monde peut avoir une conception assez particulière, mais pour vous qui avez une expérience d'enseignement, de partage, et ce serait quoi le mariage pour vous? Alors, c'est très bien de commencer par là parce que c'est un point essentiel. Aujourd'hui, nous avons dans ce monde plusieurs approches, plusieurs conceptions sur ce que c'est que le mariage. Mais nous, après plusieurs accompagnements, plusieurs années également d'expérience personnelle que nous avons vécues, en tout cas, nous sommes arrivés à la conclusion que le mariage, c'est une union, j'allais même dire une union sacrée, sous forme d'alliance et non de contrat, qui unit deux personnes, un homme et une femme. C'est important aussi de le préciser dans le monde actuel et basé sur l'amour qui en est le fondement. Et donc, cette union, en fait, l'homme et la femme se donnent entièrement l'un à l'autre pour réaliser des objectifs, pour réaliser leur destinée et atteindre des choses beaucoup plus intéressantes que lorsqu'ils étaient seuls. Et pour constituer une famille aussi. Exactement. Donc, D'accord. Oui, dans cette définition, oui, vous dites que c'est une alliance et pas un contrat. C'est quoi la différence? Pourtant, quand on est devant le maire, on signe quelque chose. Pourquoi vous dites que c'est une alliance et pas un contrat? Oui, c'est vraiment ça la conception. Lorsqu'on commence à avoir cette conception, je pense qu'on part sur de très bonnes bases. Vous savez, quand on se marie, on porte tout ça. On porte l'alliance, Oui. d'accord? Mais on ne voit pas derrière, en fait, l'image qui est derrière. Mais cette image, elle est forte. Vous voyez, le contrat, en fait, c'est vrai, tu l'as dit, quand on va à la mairie, on signe un document donc, qui, devant la loi, a une forme juridique, donc génère des droits et des devoirs d'un point de vue contractuel. Mais lorsqu'on le voit, on voit le mariage sous ce angle-là, le problème, c'est que on est ensemble parce qu'il y a quelque chose qui nous lie. Et dès lors que l'autre n'arrive pas à répondre à cet élément contractuel, entre guillemets, la relation n'a plus raison d'être. Mais lorsqu'on conçoit le mariage comme une alliance, on sait que c'est déjà fondé, hein, l'alliance est fondée sur des promesses qui sont inconditionnelles. Alors que le contrat, je m'engage avec toi parce que je veux recevoir ceci de toi et je te promets de te donner ceci. Vous voyez, donc, alors que l'alliance, d'abord, c'est des promesses inconditionnelles. Je décide de passer ma vie avec cette merveilleuse femme et je décide de passer ma vie avec elle. S'il n'y a pas de conditions que j'associe directement à cet engagement. Et ça, c'est important de commencer là. Oui, alors parlons de l'alliance, l'anneau. C'est une bague, c'est un anneau qui est fermé, qui n'a pas de fin. Donc, ça veut dire que si tu rentres dans le mariage, il n'y a pas de fin. Oui, il n'y a pas de fin. C'est pour la vie et non pas pour, comment on dit, une date ou bien il y a... Il n'y a pas de date de péremption. Voilà, il n'y a pas de date de péremption. Donc, c'est pour toute la vie. C'est pour ça que nous parlons de l'alliance. Vous voyez, et c'est important parce que l'alliance aussi va impliquer un amour constant, un amour permanent. L'alliance va impliquer un état d'esprit animé par un pardon permanent. Et donc, lorsqu'on a cette conception-là, je vous assure que vous êtes parti sur de très, très bonnes bases. Et puis, l'alliance
permet d'être consolidé, d'être soudé, parce que quand on est en alliance avec quelqu'un, on ne délaisse pas cette personne. Quand cette personne est en faute, on continue de soutenir cette personne. Nous avons l'habitude même de dire sur ce plan-là que dans l'alliance, on ne laisse pas les blessés de guerre sur le champ de bataille. On fait tout pour aller les récupérer et on continue la bataille ensemble. Ah ben dis donc, ça c'est intéressant, ça commence très très fort. Ok, d'accord. Le mariage, c'est donc une alliance, ce n'est pas un contrat. On rentre dans un mariage, non pas pour s'attendre de manière spécifique à quelque chose, et si la personne ne le fait pas, on est en droit de rompre ceci ou cela, mais on rentre dans un mariage avec une idée de c'est une alliance, c'est une promesse, c'est un voyage, une aventure sans fin et sans limite, et puis une aventure, c'est une guerre dans laquelle on ne laisse pas les blessés de guerre en chemin, mais on avance tous ensemble, quelles que soient les situations. Exactement. Et ça, c'est la base essentielle. Quelles sont les autres bases alors? Donc, supposons, non, pas supposons, oui, ou alors disons que ça, c'est déjà comprendre que c'est essentiel pour un bon mariage de comprendre ce que c'est d'abord une alliance. Ensuite, pour vous, c'est quoi les autres bases pour une vie de couple réussie? Je veux réussir mon mariage, je veux réussir ma vie de couple. C'est quoi les bases d'après vous? C'est quoi les fondamentaux? Alors, les bases, nous pouvons dire qu'avant d'aborder cette relation, il faut y croire. Il faut y croire que c'est possible de réussir le mariage. C'est vraiment important, la première base. Et la deuxième base, il faut la maturité. La maturité est vraiment importante pour les deux partenaires parce que c'est deux personnes qui voyagent, c'est deux personnes qui seront là l'un pour l'autre pour la vie. Alors, il faut que ces deux partenaires soient matures. Oui, vous voyez, si vous me posiez cette question en 2007, lorsqu'on se mariait, j'allais te dire simplement, Garius, c'est l'amour. Après plusieurs années d'expérience et d'accompagnement, on s'est rendu compte que, excusez-nous, mais l'amour et la passion ne suffisent pas pour réussir une vie de couple. Ça, je le répète, l'amour et la passion ne suffisent pas pour réussir une vie de couple. Tout le monde se marie. Ça, c'est fort comme vérité, là. Oui, c'est extrêmement important de le comprendre, de l'accepter, parce que le monde, autour de nous, notre monde contemporain, on a l'impression que je l'aime et puis la vie de couple va être réussie. Mais croyez-moi, tous ceux qui se marient, tous ceux qui s'engagent sur la base de l'amour. Mais pourquoi, malheureusement, beaucoup ne finissent pas par ce même amour? Ça veut dire que l'amour et la passion ne suffisent pas pour réussir son mariage. Exactement. Et donc, il faut des bases. Et comme on le dit, la première chose pour nous, c'est de croire que c'est possible de réussir la vie de couple. Beaucoup s'engagent, mais ils ne croient pas forcément que c'est possible de réussir. Et c'est comme si tu veux lancer un projet, mais tu n'y crois pas. Voilà, tu pars déjà en défaitiste et donc tu ne pourras pas réussir ce projet. La maturité est très importante. Ça permet d'avoir un équilibre sur tous les plans. Équilibre psychologique, équilibre émotionnel. Beaucoup sont blessés, ils adoptent des masques, mais rentrent en relation pour espérer pouvoir vivre une relation épanouissante. Mais malheureusement, leur masque et leur passé les rattrapent. Donc ça, c'est vraiment pour nous des bases essentielles. Après ces bases-là, on peut arriver à avoir les questions de choix, comment faire le bon choix, exactement. Et puis maintenant, acquérir des outils essentiels pour entretenir chaque étape de la vie de couple. Gawis, pour nous, en fait, le mariage, c'est comme un immeuble, c'est comme un édifice qu'on construit. Et l'objectif, en fait, c'est que cet édifice-là soit non seulement solide, mais que l'édifice soit également soit un bel édifice, attire les autres. Vous voyez? Et donc, pour qu'on en arrive là, il faut des fondements solides, il faut des bases solides. Et une fois qu'on a les bases solides, ça ne s'arrête pas là. Il faut construire avec des matériaux également qui sont adaptés à votre projet de mariage et ensuite maintenant embellir avec tout ce qui est romantique, embellir avec voilà, des attitudes qu'on utilise au quotidien pour que la relation soit non seulement solide mais épanouissante,
empreinte de joie, de paix, voilà, qui donne beaucoup d'envie. C'est intéressant. Oui, et l'homme, tout à l'heure, vous parliez de maturité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous dites qu'il faut y croire. Et ensuite, il faut de la maturité. C'est quoi la maturité? Oui, la maturité permet d'avoir l'équilibre, comme vient de le dire mon mari, parce que nous avons plusieurs types d'équilibre. Nous avons l'équilibre psychologique, nous avons l'équilibre relationnel, nous avons l'équilibre spirituel, l'équilibre financier. Et cette maturité va permettre à cette maison-là de tenir face aux défis que la relation peut présenter. Cet équilibre-là va nous aider à pouvoir tenir. Parce que pour être dans le foyer, on le dit souvent à nos jeunes, que le foyer-là, ce n'est pas pour les enfants. Un enfant ne peut jamais se marier. Donc, il faut cette maturité-là. Il faut, voilà, la maturité sur tous les plans. Vous voyez, la maturité, c'est aussi, en fait, cette capacité d'un individu à pouvoir se prendre en charge sur tous les plans, comme on vient de le citer, à se prendre en charge, à être responsable et à pouvoir assumer ses choix. Il est difficile, par exemple, de se retrouver avec quelqu'un dans une relation qu'elle ait commencé par voilà, du grand romantisme ou pas, mais que de se retrouver avec quelqu'un qui est totalement incapable d'assumer ses choix, d'assumer ses décisions, ou bien parfois arriver à avoir des discussions assez posées, orienté, objectif et non juste sur la base de ses émotions. Donc, celui qui est mature, c'est celui qui est capable de prendre des décisions, de les assumer et de pouvoir dépasser le sensationnel, l'émotionnel et de pouvoir aller vers des objectifs précis qui intéressent la vie de tous. Parlant du relationnel, il faut savoir vivre avec tout type de personnes parce que quand tu veux embrasser le mariage, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer dans la famille. Le mari aussi, tu ne le connais pas aussi peut-être totalement. Donc, il faut avoir cette capacité de vivre avec tout type de personnes sans se compromettre. Très bien. Alors, on va passer à une question essentielle dans le cadre de ce webinaire, c'est comment reconnaître le bon conjoint ou bien comment choisir le bon partenaire. Alors, c'est une question qui revient, voilà. C'est une question essentielle parce que justement, le choix, c'est une question existentielle pour la vie de couple. Vous avez raté le choix, vous avez raté 50% de votre vie de couple. Mais Gavus, permettez-nous quand même de dire qu'avant de parler de choisir, il faut soi-même avoir rempli des préalables. D'accord? D'accord. Si on n'a pas ces préalables-là, on est mal parti en fait pour faire le choix. Comment y arriver? Comment faire le choix? Pour nous, il faut d'abord avoir des préalables et ensuite appliquer une technique que nous appelons la technique des 2 testeurs. D'accord? Alors, quels sont ces préalables qui sont essentiels? La première chose, c'est d'abord être soi-même un bon choix. D'accord. Beaucoup veulent faire le bon choix, mais ils ne sont pas eux-mêmes des bons choix. Est-ce que quelqu'un peut ça c'est intéressant ça. Donc, avant d'aller chercher un bon choix, il faut s'assurer que soi-même, on est déjà un bon choix pour quelqu'un d'autre. Ou bien pour la personne qu'on cherche. Exactement. Le bon reconnaît le bon. Exactement, c'est ça. Parce que le bon va reconnaître le bon. Parce que quand tu dis bon choix, qu'est-ce que tu mets dedans? Si toi-même, tu ne développes pas un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'éléments, tu vas aller chercher d'autres choses juste pour combler tes lacunes. Juste pour combler oui, mais parfois, c'est ça le mariage. Parfois, le mariage aussi, c'est aller chercher quelqu'un qui vient combler mes manquements à moi. Ah non, tu sais, ça, c'est la dimension beaucoup plus contractuelle du mariage. C'est que tu vas juste pour que la personne te complète, en fait, te comble là où tu es capable, par exemple, d'assumer. Mais vous savez, il est difficile, par exemple, de vous assurer, d'être garanti que la personne va jouer pleinement son rôle. Et donc, la meilleure stratégie, ce n'est pas d'aller chercher à être comblé par quelqu'un, c'est d'être comblé soi-même d'abord et de chercher à combler quelqu'un. Lorsqu'on va là où vous avez beaucoup plus de garantie de pouvoir donner quelque chose et de recevoir quelque chose en retour. Donc, le bon va permettre, si tu es bon, tu vas être capable de reconnaître ce qui est bon. D'accord? Si tu es bon également, tu vas attirer les bons. On le dit souvent que les oiseaux de même plumage s'ensemble.
pour l'ensemble. D'accord? Donc, moi, je ne vais pas marcher avec quelqu'un si je ne pense pas que la personne a des valeurs qui correspondent à des valeurs qui sont les miennes. Donc, il faut développer un certain nombre de choses que tu cherches, que tu veux retrouver dans ton futur partenaire. Il faut toi-même le développer d'abord. OK? Et donc, un des préalables, c'est ça. L'autre préalable, c'est d'abord se connaître. Il faut te connaître, avoir des objectifs précis dans la vie. Croyez-moi, le choix que vous allez faire doit correspondre à vos objectifs. Je pense que le coach Gawi, c'est là pour vous parler de comment se fixer des objectifs et les réaliser. Mais en fonction de l'objectif, on choisira un partenaire qui sera idéal. Ma femme est l'idéal pour moi. Mais excusez-moi, ma femme ne sera pas forcément votre idéal. OK? Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs auxquels correspond ma femme. Elle a des valeurs, elle a des choses qui correspondent à ces genres d'objectifs. Si vous voulez aller sur un terrain, je veux dire un terrain rocailleux, on ne va pas choisir une voiture berline. On choisit une voiture 4x4. OK? Donc, il y a des partenaires qui sont du type 4x4, il y a des partenaires qui sont du type berline, il y a des partenaires qui sont du type pick-up. Donc, c'est en fonction de là où vous allez et de vos objectifs dans la vie que vous allez choisir un partenaire. Donc, vous voyez que c'est important de connaître ces choses avant même de commencer à parler de choix. OK? Donc, une fois que vous avez réuni ces préalables, et on va parler, si on veut aller dans les détails, on parlera d'autres préalables comme votre caractère, guérir de ses blessures, ainsi de suite. Mais après ces préalables-là, il faut appliquer ce que nous appelons la technique des 2 testeurs. Alors, il y a 2 éléments qu'il faut vérifier. Nous voulons rendre le choix beaucoup plus pratique. Donc, nous l'avons mis sous ce vocable-là, 2 testeurs. Le premier testeur, c'est de tester l'os et ensuite de tester la chair. Vous voyez, quand on voit quelqu'un, on voit d'abord la chair. Donc, quand on voit un partenaire, on voit une femme, on voit un jeune homme qui s'approche, ce qu'on voit, c'est son charisme et ainsi de suite. Et c'est ça qui nous attire. Mais pour faire le choix, il ne faut pas s'arrêter sur ce qui t'a attiré au regard, mais il faut voir quelles sont les valeurs intrinsèques de cette personne. C'est ce que nous appelons l'os. C'est ce qui fait le squelette de la personne. D'accord? Qu'est-ce qui constitue l'ossature de la personne? Est-ce que ça correspond à ma vision? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que ça correspond à là où je veux aller et du type de mariage que je veux construire? Il faut d'abord vérifier cela. Une fois que vous avez vérifié, ensuite, il faut vous assurer que vous aimez cette personne, vous appréciez cette personne, vous appréciez sa compagnie, d'échanger avec cette personne. Et je pense que vous, avec tous ces éléments-là, vous êtes bien parti pour faire de très, très bons choix. Et souvent, on peut se tromper, hein, parce que quand on voit le physique de la personne, on peut le mettre en avant et que le test de l'os, là, on ne le fait pas et ça peut aussi, comment on appelle, ça peut biaiser le choix. Biaiser le choix, ça peut biaiser le choix. On le dit, mais c'est fait exprès de ne pas porter le regard sur le physique directement parce que ça nous frappe à l'œil, mais il faut voir le dedans. Mais l'homme, ça veut dire que vous ne croyez pas au coup de foudre. Ah oui, justement, comme tu l'as dit, nous, on a l'habitude de dire même que le coup de foudre, c'est le coup ou bien la foudre qui est prêt à découdre avec celui qui... Alors, en fait, nous croyons à l'amour passionnel, nous croyons qu'on peut tomber sur quelqu'un et puis être profondément épris de cette personne, mais on ne choisit pas sur cette base. C'est ce que nous voulons dire. C'est-à-dire qu'on s'approche de quelqu'un parce qu'on a été attiré, mais pour décider de marcher définitivement avec cette personne-là, il faut aller plus loin que ça. Parce que quand tu t'arrêtes sur ça, vous savez, le coup de foudre navigue beaucoup plus dans l'émotionnel. Or, l'émotionnel, nous tous, nous le savons, est très fluctuant. OK? Et donc, le jour où tu n'auras plus ce niveau de passion, le mariage cessera d'exister pour toi. Il faut dire que le coup de foudre, c'est passager, parce que ça ne viendra pas à tout moment pour décider de pouvoir rester 14 ans, 20 ans avec quelqu'un. Le coup de foudre est passager. Et c'est très, très, très petit pour pouvoir bâtir une relation réussie. Super. D'accord, très bien. Les amis, j'espère que vous
vous avez autant de plaisir à suivre nos conférenciers que moi. N'hésitez pas à commencer par mettre vos questions, soit dans le chat, soit dans la partie questions-réponses. Et tout à l'heure, je vais les adresser aux conférenciers. Je finis d'échanger sur quelques sujets pour camper un peu le débat, la discussion. Et ensuite, on pourra prendre vos questions, vos interventions. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez déjà, de commencer par les mettre dans le chat. Vous avez une partie questions-réponses juste en bas. Vous pouvez les utiliser et nous allons pouvoir les leur adresser. Donc, on a compris que pour choisir le bon conjoint, la base, c'est d'abord d'être soi-même un bon conjoint. Donc, il faut d'abord être soi-même un bon, et alors le bon va pouvoir attirer le bon. Il y a des préalables et vous avez également des testeurs, notamment deux, où on teste déjà à la chair et après on teste l'autre. Très intéressant tout cela. Mais comment savoir en fait qu'on est prêt pour le mariage? À quel moment est-ce qu'un homme, une femme se dit là, je vais me marier? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand on a trouvé du travail? C'est quand il faut quitter la maison? C'est quand l'âge avance? Parce que parfois, on peut être déstabilisé par tout ça. C'est quand la maman commence par dire « je veux des petits-enfants ». Comment on fait pour savoir qu'on est prêt? Alors, j'aurais aimé vous proposer un appareil de mesure de l'état de préparation. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut varier d'une personne à une autre. Mais nous allons vous donner la base. Pour nous, la base, comme on vient de le dire, c'est d'être sûr soi-même qu'on est mature, qu'on est équilibré. Alors ça, c'est important de le voir sur cet angle-là, être mature et équilibré. Est-ce que sur le plan émotionnel, je suis quelqu'un de posé, qui n'agit pas sur la base de ses émotions, mais qui est quelqu'un qui est posé, qui peut gérer ses émotions? Est-ce que je suis capable d'aimer quelqu'un? Est-ce que je suis capable de pardonner des gens? Sur le plan psychologique, est-ce que j'arrive à développer un certain nombre d'analyse, à discuter d'une manière assez arrivée au bout d'une discussion raisonnée? Est-ce que je suis capable également, en termes de relations, d'avoir de bonnes relations avec moi? Est-ce que je suis capable d'avoir des amis et de pouvoir entretenir le cadre social? Alors, tous ces éléments-là sont importants. Et ensuite, est-ce que j'ai le minimum au point de vue matériel également qui me permet d'assurer un bien-être à mon partenaire avec qui je veux marcher? Et si vous voyez, on a bien fait de mettre le côté financier à la fin. Pourquoi? Parce que, David, tu le disais tout à l'heure, dans nos traditions, généralement, l'homme est prêt lorsqu'il commence à travailler, systématiquement. La femme est prête lorsqu'elle sait préparer au moins 3 repas. Oui. Et que c'est balayer, ranger la maison, c'est bon. Ranger et puis c'est bon. Mais croyez-moi, tous ceux qui se marient, ce n'est pas, tous ceux qui divorcent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas du travail ou bien qu'ils ont perdu du travail. Vous tous, vous avez suivi ces derniers temps le richissime homme d'affaires Bill Gates qui a annoncé le divorce avec sa femme avec plus de 70 000 milliards de richesses. Donc, ça veut dire que le travail, l'argent et le matériel sont essentiels pour la vie d'un couple, mais ne garantit pas forcément la sécurité de ce couple-là. Donc, ce qu'il faut, c'est de s'assurer qu'on est prêt à gérer un certain nombre d'éléments sur le plan émotionnel, psychologique, même spirituel, et tout ça, c'est important, vous voyez. Et donc, nous pensons, nous avons développé pour des jeunes, nous avons développé un outil pour rendre tout ce que je viens de dire beaucoup plus pratique. Nous avons développé un outil qui permet aux jeunes de se fixer des objectifs en termes de mariage. Et en fonction de l'objectif de mariage visé, le jeune définit un certain nombre de critères sur tous les plans que je viens de définir, qui lui permet de dire, OK, si j'atteins ce niveau-là, je pense que je peux m'engager et réussir la vie de couple. Donc, voilà, je rêve de ce mariage, je rêve d'un mariage paisible, je rêve d'un mariage tel. Quels sont les critères, quels sont les éléments qui me permettent de pouvoir atteindre ce projet-là? Je définis ces critères et je me fixe des objectifs beaucoup plus pratiques par rapport à chaque critère. Et ensuite, tu t'évalues toi-même, tu fais une auto-évaluation par rapport aux critères que tu t'es fixés et alors tu pourras définir clairement si tu es prêt ou si tu ne l'es pas. Et si tu ne l'es pas aussi, tu sauras clairement sur quels critères tu as du travail à faire avant d'être prêt. Alors, nous avons écrit dans notre livre que
pour travailler, on se forme, on va à l'école pendant des années pour obtenir des diplômes, pour être compétent sur le terrain du travail. Mais le mariage, on ne se forme même pas. Et puis, on veut savoir, on ne sait même pas si on est prêt. On va à l'aventure et on va connaître le mur. Donc, c'est important de faire ce travail-là comme une école, s'étudier soi-même, se connaître, avoir des valeurs requises pour pouvoir faire face aux défis ou bien au mariage. Et là, on saura qu'on est prêt. On a les diplômes, tout. Une fois sur le terrain, on est tranquille, on avance et on réussit le mariage. Et ça, c'est important. Excuse-moi de rebondir, mais tu as dit quelque chose tout à l'heure, que parfois on subit la pression sociale. Et c'est une réalité dans plusieurs pays. Hein. Oui. On subit parfois la pression sociale, la maman qui veut des petits-enfants. Parfois même, ce ne sont pas les parents, mais le fait juste de voir tous ses amis se marier, on se dit, bon, on dirait que c'est le moment pour moi. Non, personne ne doit décider que vous êtes prêt. C'est à vous de décider que vous êtes prêt. Et ça, c'est important d'arriver à ça. Parce que vous pouvez mentir à tout le monde, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Donc, il faut vous évaluer par rapport à ces critères dont nous venons de parler et dire clairement si vous pensez être prêt. Ne cédez pas à la pression sociale parce qu'après tout, c'est vous qui allez vivre dans cette relation. D'accord, très bien. Et est-ce que c'est justement cet élément-là de manque de préparation, alors de ne pas pouvoir décider du moment où il faut y aller, est-ce que c'est ça qui explique le grand nombre de cas de divorce, que ce soit dans nos pays ou même, comme vous l'avez donné tout à l'heure comme exemple, à un certain niveau où on suppose que ces personnes-là sont quand même à l'abri de certains besoins, mais on remarque que les cas de divorce sont de plus en plus nombreux. Quand moi j'ai partagé l'annonce par rapport au webinaire, mais j'ai plusieurs amis qui me sont revenus pour me dire mais c'est la catastrophe dans mon travail, c'est la catastrophe dans ma famille, c'est la catastrophe avec mes amis. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Justement, c'est ça, hein, parce que c'est ce qui explique. Il y a l'ignorance, on ne sait pas là où on va, on ne connaît même pas ce qu'est le mariage, mais on veut l'embrasser quand même parce que tout le monde se marie, les jeunes de son âge se marient, ou bien parce que je travaille déjà, ou bien les parents mettent la pression, ainsi de suite. Ou bien j'ai l'âge, je suis en train de vieillir. Voilà, ce sont des choses qui nous poussent quand même. Mais des fois, la plupart des cas, les gens rentrent et ils voient autre chose, ils découvrent autre chose que ce qu'ils pensent. Et c'est ça qui fait qu'il y a tellement de divorces. Il y en a qui disent, ah, on dirait que je me suis trompée de lieu ou bien je n'ai pas bien vu. Donc, ce sont des choses qui expliquent le taux de divorce élevé de nos jours. Oui, ce n'est pas pour rien que nous avons écrit, nous avons intitulé nos ouvrages, cette série-là, à l'école du mariage. Parce que nous sommes profondément convaincus que avant de réussir la relation, la vie de couple, il faut aller à son école. Parce que c'est toute une école. Et pour nous, la première source de divorce aujourd'hui, après analyse, après avoir écouté parfois des couples également qui avaient des difficultés, on s'est rendu compte que le premier problème, ce n'est pas l'infidélité. C'est beaucoup plus l'ignorance. L'ignorance des principes qui régissent la vie de couple. On peut citer d'autres points également comme l'immaturité, l'orgueil, l'orgueil et l'égoïsme. Nous sommes dans un monde où on nous pousse à l'individualisme et tout autour de nous te pousse à chercher ton intérêt et uniquement ton intérêt personnel. Et parfois, ça ne coïncide pas ou ça ne correspond pas aux principes pour réussir la vie de couple. L'autre élément, en tout cas que nous pensons aussi qui constitue la base de beaucoup de divorces et de beaucoup de difficultés, c'est l'incapacité parfois des couples à mieux gérer leurs conflits. Et ça, nous avons certainement une annonce, on va certainement Gaius en parler sur ça, parce que c'est vraiment un point essentiel. Si on ne sait pas gérer les conflits et qu'on voit les conflits comme de la guerre, on est mal parti. D'accord, très bien. Et du coup, alors, comment est-ce qu'on peut mesurer le niveau d'harmonie dans un couple? Comment est-ce qu'on peut savoir que moi, mon couple, ça va? Comment est-ce qu'on peut apprécier pour savoir si on est heureux réellement, si nous avons réussi à créer une happy family comme le concept que vous avez développé?
Oui, en fait, l'harmonie, en fait, dans le couple, c'est la capacité du couple à pouvoir s'entendre, à pouvoir se comprendre, surtout en direction des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, il n'y a pas un élément de mesure spécifique qu'on peut avoir, mais on peut commencer à se dire que, waouh, mon couple, ça marche. Lorsque on arrive à identifier ou avoir un état d'esprit paisible dans la relation, on arrive à communiquer, on arrive à mieux communiquer avec son partenaire, hein, communiquer avec son partenaire de manière paisible, de manière orientée toujours vers nos objectifs, l'objectif du couple. On arrive à décider ensemble. D'accord? On arrive à décider ensemble. On arrive voilà, à avoir la joie qui se manifeste. Il y aura certainement des conflits, il y aura peut-être des disputes, mais on arrive facilement à pouvoir dépasser ces conflits-là. Vous savez, pour nous, en fait, le meilleur couple, ce n'est pas le couple où il n'existe nullement de conflit ou de dispute. Non, le meilleur couple, c'est le couple qui arrive rapidement à régler les conflits et à grandir au-delà après ces conflits-là. Et pour mesurer l'harmonie dans le couple aussi, on peut parler de l'unité. L'unité est vraiment importante. Il faut que dans le couple, on marche les mêmes pas. On marche d'un même pas. Il ne faudrait pas que monsieur regarde le sud et madame regarde le nord. Il faut que les deux aient la même vision et marchent d'un même pas. C'est ça. Et comme ça, les conflits deviennent de plus en plus rares. On se sent beaucoup plus écouté, beaucoup plus aimé, beaucoup plus voilà, encouragé dans la relation. Et là, on peut conclure que l'harmonie est en train de grandir dans notre couple. D'accord. Il y a une question qui me vient à l'esprit là tout de suite que je vais vous poser parce que ça, je ne l'avais pas prévu cette question-là. Vous dites, on se sent un peu plus aimé. Finalement, je voulais vous savoir, pour vous, c'est quoi l'amour alors? Quand on dit j'aime quelqu'un, ça veut dire quoi? Waouh, ça c'est une très très grande question, une question extrêmement importante. On met beaucoup de choses aujourd'hui derrière l'amour. Il y a quelqu'un qui a dit, hein, je vais le paraphraser, que souvent on se marie avec un amour poulet. Vous savez, l'amour. Oui, je vous explique. Alors, quand on dit j'aime le poulet, c'est que je l'aime. C'est le même mot, oui. Amour, n'est-ce pas? Et que je dis j'aime ma femme, j'ai utilisé la même expression parlant des deux. Mais j'aime le poulet. Si seulement le poulet savait pourquoi je l'aimais, je crois qu'il allait me fuir. Parce que je l'aime pour sa chair et ce qu'il me procure, le bien qu'il me procure dans ma bouche. Vous voyez? Mais quand on parle d'amour et que tu aimes ta femme ou ton mari avec l'amour du type poulet, c'est que tu l'aimes simplement pour le bien qu'il te procure, que ce soit sur le plan financier, parfois malheureusement, sur le plan parfois émotionnel, c'est-à-dire que voilà, quand il est là, il est gentil, donc il te procure un bien émotionnel. Si ton amour s'arrête là, s'il vous plaît, vous êtes en train d'aimer la personne du type poulet, d'accord? Donc, pour nous, l'amour va plus loin que ça. L'amour, d'abord, c'est se donner. L'amour, c'est se donner à l'autre, chercher à tirer le meilleur de l'autre. Et c'est le plaisir qu'on tire en manifestant cette affection envers la personne qui est pour nous l'amour. Et lorsqu'on aime de cette manière-là, waouh, tous les jours, on est prêt à vivre cette passion, on est prêt à vivre cet amour. Vous savez, vous n'aurez jamais la garantie à 100% que votre partenaire va répondre à vos besoins toute la vie. Et j'ai l'habitude de dire également que chaque matin, les couples mariés le savent, chaque matin, tu n'auras pas forcément le plaisir de pouvoir faire du bien à ta femme ou à ton mari. Mais lorsque tu aimes de la manière dont on vient de le décrire et que mon souhait, l'affection que j'ai pour ma femme m'amène à chercher son bien, à lui apporter du bonheur, je me sens heureux de cette manière-là. Waouh, là, tu es capable d'aimer ta femme, d'aimer ton mari tous les jours de ta vie et sans s'en lancer.
on peut dire que l'amour ou bien aimer, c'est s'accepter mutuellement. Il faut accepter son conjoint tel qu'il est, avec ses défauts, tout. Parce que c'est un don du ciel. Donc, il faut aimer et il faut accepter l'autre. Le passif et l'actif. Oui, oui. Il faut prendre toute la balance. D'accord. OK. D'accord. C'est très intéressant. Et justement, je sais que dans votre livre, je ne sais plus c'est quelle page exactement, c'est quelle page, je vais peut-être la retrouver. Vous disiez que cet amour emmène chaque conjoint à tous les matins se poser une question. Bon, je vais la paraphraser parce que je ne me rappelle pas exactement les mots, mais c'est comment puis-je encore bénir, élever, améliorer mon conjoint aujourd'hui? C'est-à-dire que chaque matin, chaque conjoint devrait être en mode comment puis-je aider l'autre? Comment puis-je protéger l'autre? Comment puis-je élever? Comment puis-je aider mon partenaire à avancer? Donc, aimer quelqu'un, c'est plutôt dans le sens de faire grandir la personne, c'est ça? Exactement. Et ça, Garius, on est en train de parler de réussir sa vie de couple. C'est une des clés qui permet de réussir la vie de couple. Quand chaque matin, je me réveille et en pensant à ma femme, comment puis-je, dans cette journée-là, lui faire du bien? Comment puis-je, comme tu l'as dit, la protéger davantage, ainsi de suite? Et qu'elle pense de la même manière. Comment elle ferait tout pour me rendre heureux. Vous verrez que je pars au bureau, mais de temps en temps, on peut s'échanger. Elle s'occupera de l'accueil, de l'ambiance à la maison et chacun s'investit pour rendre l'autre heureux et finalement, on est tous deux heureux. Et puis, il faut dire que l'amour véritable, l'amour donne et non attendre recevoir. L'amour donne en premier. Donc, c'est ça qui fait, comment dire, la spécialité de cet amour dont on parle. L'amour donne. On n'attend pas qu'on lui donne forcément. Et celui qui donne, reçoit. Une fois que tu donnes, tu vas recevoir. Même si ça tarde, ça va venir. Très intéressant, très, très intéressant. Mais dites-moi, concrètement, on a aussi beaucoup de personnes, il y a des dizaines de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Ces personnes qui ont l'impression de ne plus être heureuses dans leur foyer. Ces personnes qui ont l'impression de s'être trompées. Parce que vous avez dit tout à l'heure que quand on se trompe de conjoint, on a raté déjà à 50%. Si aujourd'hui, quelqu'un a l'impression de s'être trompé, quelqu'un n'est plus heureux et peut-être en train de penser à l'autre possibilité, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Alors, merci Gary pour cette question très importante. Nous sommes, nous, de la catégorie de la génération de ceux qui pensent que le divorce n'est pas la seule solution ou la solution idéale lorsque on est dans ce genre de situation. Nous sommes persuadés. Nous pensons qu'il y a beaucoup plus d'options. Alors, lorsque, effectivement, on est dans une situation qu'on a l'impression de s'être trompé, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ça arrive. Oui, ça peut arriver que l'homme se trompe, mais lorsqu'on se trompe et qu'on est mature, qu'est-ce qu'on fait? On assume son choix. On décide maintenant de trouver des stratégies pour rebondir ou pour chercher à aller vers, ne serait-ce que vers un niveau des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, pour nous, si vous pensez que vous êtes trompé, ne cherchez pas à sortir, mais cherchez à creuser davantage pour trouver la porte qui vous permet d'arriver vers votre bonheur. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, il y a un fermier qui avait un champ avec sa famille et voilà, il vivait dans ce champ et il était très heureux. Mais à un moment donné, il était tombé malade et il n'avait plus les moyens de se prendre en charge jusqu'à mourir de cette maladie. Et après sa mort, la femme a vendu ce domaine et la femme est revenue des années plus tard voir ce domaine et il a vu que le nouveau propriétaire de ce domaine-là a commencé à exploiter ce domaine et il y avait des titans, des camions qui étaient sur le terrain, sur le domaine. Et la femme a posé la question aux habitants, mais qu'est-ce qui se passe sur notre domaine? Et on lui a dit, en fait, que celui qui a acheté le domaine, la personne a découvert plus tard du trésor du pétrole sur ce domaine. Et il a commencé à l'exploiter. Il est devenu immensement riche. Et vous savez, cette femme s'est mise en sanglots et a commencé à pleurer. Elle s'est dit, mais on dormait sur du trésor
pendant que mon mari est mort faute d'argent. Qu'est-ce que cette histoire veut nous dire? C'est que parfois dans le couple, dans la relation, on dort avec des personnes qui ont des trésors en eux. Même si on s'est trompé, la personne n'est pas, comment on appelle, la personne a des trésors en lui. C'est comment arriver à détecter ces trésors-là et l'exploiter, l'épurer, le vendre pour que tu puisses devenir riche et en profiter. Ça sera ta stratégie pour sortir de cette situation. Il ne faut pas vendre le domaine à un autre parce que quelqu'un d'autre va trouver cette même femme, ce même jeune homme et va l'apprécier et va vivre le bonheur total avec cette personne. Donc, vous êtes déjà engagé, vous êtes déjà dans le mariage surtout, creusez, réfléchissez, quels sont les trésors en cette personne, identifiez ces trésors-là, allez travailler dessus ensemble. Ça va vous prendre du temps, ça sera peut-être difficile, mais vous pouvez y arriver. Et on a vu des couples qui sont arrivés à trouver le trésor de leur relation et en jouir totalement et pleinement. Souvent, justement, hein, ce que tu viens de dire est très réel, parce que souvent, ce que nous voyons que c'est ancien. Ah oui, Madame Elom, peut-être un peu plus fort. Il y a les amis qui veulent entendre votre belle voix là. Je disais tantôt que souvent, ce que nous n'apprécions plus, ou bien ce que nous voyons que c'est ancien, peut être nouveau pour quelqu'un d'autre. Nous devons chercher à apprécier ce que l'on a dans la vie, ce que nous avons. Comme je le disais tantôt, le don de Dieu pour nous, nous devons chercher à l'apprécier à sa juste valeur. J'ai parlé tantôt de pouvoir que la personne que nous marions, cette personne a des défauts. Et cette personne a aussi les qualités. Donc, une personne qui a des défauts, on n'est pas parfait. Il peut arriver que les défauts prennent, comment on dit, le dessus, comment on dit, des qualités. Et donc, ces choses peuvent nous amener à se dire que vraiment on s'est trompé. Mais si nous valorisons les bonnes choses de cette personne, nous allons voir que nous allons acquérir des mines d'or même dans cette relation et nous n'allons pas jeter cette relation. Parce qu'en la jetant, quelqu'un d'autre peut reprendre cette relation, retaper ça et ça va devenir richesse pour cette personne. Ah ben c'est génial, ça, c'est super. On a beaucoup de questions qui commencent à arriver. Je pense qu'on va aborder les questions. Mais avant cela, j'aimerais quand même qu'on dise un mot à propos de votre livre. Quel est aujourd'hui le plus beau témoignage ou alors l'un des témoignages que vous avez reçus par rapport à ce livre-là? Ou alors ces livres, parce qu'il y a déjà le tome 1 qui est sorti. Moi, j'ai beaucoup apprécié celui-là. Mais vous pouvez nous partager une petite expérience peut-être de cet ouvrage. Oui, en fait, pour le tome 1, peut-être un premier témoignage sur le tome 1, qui nous a beaucoup touché. C'est un jeune homme qui est là, comme tous les jeunes, qui se dit, bon, lorsque le temps viendra, je vais me marier sans véritablement se préparer d'une manière spécifique. Je rappelle que le tome 1, nous parlons de comment se préparer au mariage. Et donc, en lisant cet ouvrage-là, il a commencé à découvrir, en fait, les choses qu'il doit corriger dans sa vie avant de s'engager. Et il a commencé, dès lors qu'elle a commencé à corriger ces choses-là, le prince charmant s'est présenté et paf, aujourd'hui, ils vivent le parfait amour. Ils sont même à notre école de fiançailles que nous avons... Wow. Je crois que nous allons finir avec eux, oui. À notre école de fiançailles, ils sont en train de se projeter pour le mariage. Donc ça, c'est vraiment les témoignages qui nous font vraiment du bien. Oui, il y a aussi quelqu'un qui a rendu ce témoignage en disant que en lisant ce tome 1, il a découvert sa personne. Avant, il se disait qu'il n'a pas de défaut, il n'a pas de problème. Et en lisant ce livre, il a vu que, vraiment, il est une personne à défaut complet. Donc, il a commencé par travailler sur sa personne. Alors, pour le tome 2, un témoignage rapidement sur le tome 2, c'est des collègues qui ont acheté le livre. Et chaque jour, monsieur et madame, comme c'est un livre qui parle de comment réussir la vie de couple, donc monsieur et madame lisent chaque chapitre, chaque module, et essaient de pouvoir l'adapter à leur vie de couple.
Et ils sont revenus vers nous pour nous dire ils sont véritablement bénis parce qu'ils sont aujourd'hui en train de remettre des bases progressivement dans chaque aspect de leur vie de couple, des bases. Et ils sont, je veux dire, ils ont commencé à aligner justement leur mentalité Ouais. sur les mêmes choses, les mêmes valeurs, les mêmes orientations. Parce que vous savez, le vrai problème en fait des couples, c'est l'un des grands défis dans les couples. Lorsqu'on se marie ou lorsqu'on s'engage dans une relation de couple, le grand défi, c'est ce que nous appelons les difficultés d'ajustement. Comment s'ajuster à l'autre en termes de conception, en termes de vision, ainsi de suite. Et là, avec le tome 2, ils arrivent à s'ajuster et c'est vraiment intéressant. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je ne suis pas étonné de ces retours-là parce que moi également, je sais tout ce que le livre m'a permis de voir comme nouvelle orientation. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui vous interpellaient parce que vous faites des écoles, vous faites des cours, vous donnez du partage, mais pour des petits groupes, des associations, des communautés, des églises notamment, etc. Et on vous demandait souvent de faire des événements beaucoup plus ouverts, beaucoup plus accessibles au grand public et auxquels les gens pourront participer. Et il semble que vous avez réussi à mettre en place un concept dans ce sens-là et que nous serons très heureux de connaître. Vous avez prévu nous révéler le grand événement, donc nous sommes impatients. De quoi il va s'agir, comment ça va se passer, qu'est-ce que vous prévoyez pour que nous puissions réellement grandir? Parce que là, vous partez des choses extraordinaires. Je vois beaucoup de commentaires déjà dans le chat. Qu'est-ce que vous prévoyez pour que les gens puissent aller plus loin, pour sortir de cette ignorance-là et pour des couples plus épanouis, pour des couples plus soudeux, plus harmonieux, voilà, pour qu'il y ait vraiment plus de bonheur? Wow, comme tu l'as dit, Gary, c'est l'exclusivité avec Baraka Gate sur cet événement-là que nous voulons lancer. Comme tu l'as dit, effectivement, avant, nous étions plus orientés à aider des petits groupes parce que, voilà, pour nous, l'essentiel, c'était de partager, comme on l'a dit à notre présentation. On est vraiment passionnés de partager avec les autres notre expérience, mais également ce que nous avons appris. Et donc, nous réunissons des groupes, nous avons développé des écoles, voilà. Mais aujourd'hui, nous voulons toucher beaucoup plus de personnes. Nous voulons permettre à beaucoup plus de couples de bénéficier de ces enseignements qui, pour nous, changent carrément parfois la direction d'un couple. Vous savez, une heure parfois d'enseignement ou une heure de compréhension d'un principe peut changer totalement la direction de votre relation. Tout à fait. Et donc, nous avons pensé à un concept que nous appelons le rendez-vous des couples heureux. Le rendez-vous des couples heureux. Oui, et ça sera fabuleux. C'est génial. Alors, c'est un concept que nous voulons développer sur la vision d'avoir des couples heureux. Tout le monde se marie pour être heureux. Mais pourquoi beaucoup n'arrivent pas à ce niveau? Vous voyez, il y a d'autres qui arrivent à atteindre ce niveau. Et donc, on va mettre toutes ces personnes ensemble, ceux qui y arrivent comme ceux qui n'y arrivent pas, de telle manière qu'on puisse partager des expériences autour des thématiques spécifiques qui vont certainement aider les autres à comprendre que si cela on peut réussir, c'est possible de réussir. Et comment réussir? Nous, on va vous donner maintenant des outils, on va vous donner des stratégies pour pouvoir réussir progressivement des domaines peut-être là où vous avez échoué avant. Et donc, ça sera des séquences, des rencontres assez intéressantes. Nous avons pensé à plein de choses, des choses qui vont ranimer la flamme de l'amour dans les couples, des choses qui vont nous aider à réduire ou à limiter les occasions de conflit. Voilà, on a pensé à beaucoup de choses. On fera même certainement des sorties, des détentes de couples. Wow. Bon, Gabi, je ne vais pas tout dévoiler ici. Ça sera comme un paradis sur terre, hein? Mais on a hâte parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est difficile de trouver des événements, de trouver des creusets, de trouver des ressources dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a tout développé. On a des éléments pour être plus efficace professionnellement, on a des éléments pour mettre ses objectifs, pour avoir plus d'argent, pour économiser davantage, pour évoluer dans sa carrière, etc. Mais il y a très peu de creusets pour aider les couples à aller plus loin.
Et vraiment, je suis très, très heureux de voir que vous mettez en place quelque chose. Donc, je ne sais pas, comment est-ce qu'on vous contacte, comment est-ce qu'on a l'information complète, comment est-ce qu'on s'inscrit, ça va se passer comment, voilà quoi. Je suis sûr que les gens sont impatients de vous rejoindre. Alors, donc, nous avons, dans ce concept-là, nous voulons lancer une première rencontre dans le mois de juillet. Notamment, ça sera le 24 juillet, Dieu voulant. Donc, ça sera le 24 juillet. Notez cette date dans votre agenda. Voilà. 24 juillet. C'est un samedi, oui. C'est ça? C'est un samedi, effectivement. Ok. Donc, nous allons Super. passer 3 à 4 heures de temps pour parler d'un thème qui nous paraît central, pour pouvoir repartir sur de très bonnes bases dans ce concept que nous voulons animer. Donc, le thème, ça sera Stop au conflit dans les relations. Nous voulons stopper les conflits. Alors, il y aura des thématiques, enfin on va travailler sur comment identifier les sources de conflits, quelles sont les stratégies pour noter, coter les conflits qui sont les plus dangereux pour votre relation ou pas. Ensuite, on va apprendre également à découvrir les caractères de l'un et de l'autre. Pourquoi mon partenaire agit de telle ou de telle manière. Voilà, on aura des ateliers, on aura des discussions, des partages d'expériences. Mais Gawis, on a aussi, comment on appelle, on a une surprise, c'est qu'on va profiter de ce rendez-vous-là pour faire des shootings, des shootings de couple pour des souvenirs en amoureux dans un cadre exceptionnel. Ça sera à Radisson Blu. Donc, on aura des jolies photos comme vous là, c'est ça, comme ça? Oui, c'est ça, des très jolies photos. Et donc, ça sera à Radisson Blu. Comment s'inscrire? Vous pouvez nous contacter déjà, mais très bientôt, on va balancer les liens d'inscription et toutes les informations. Ouais. Alors, mais c'est super, je suis impatient. Oui? Ces mois aussi vont permettre au couple 4 heures avec à côté de son partenaire est vraiment important. Parce que nous sommes dans un monde vraiment, il n'y a plus de temps pour passer, genre le couple, être ensemble. Vraiment, il n'y a plus ça. C'est important de passer le temps, échanger avec son partenaire face à face. Vraiment en live, c'est important. Eh bien, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est quoi la cible? C'est pour ceux qui sont mariés, c'est ça? Oui, alors cette rencontre-là, ça sera les cibles, ce sont les fiancés ou ceux qui sont en couple, d'accord? Également ceux qui sont mariés. Donc, même si vous n'êtes pas encore marié, mais que vous êtes en couple, vous êtes fiancé, vous êtes en train de vous projeter dans cette belle union, vous êtes voilà, les bienvenus pour vous permettre de discuter voilà, des choses essentielles. Le samedi 24 juillet, d'accord. Donc, vous réservez 2 places déjà pour moi. Super. Alors, bon, écoutez, on a plus du temps pour discuter, donc on va prendre quelques minutes pour adresser les questions qui commencent par venir et qui sont nombreuses de nos intervenants, enfin de nos des participants. Première question que je voudrais vous adresser. Pourquoi certains hommes ont peur des femmes indépendantes? Est-ce que c'est le manque de soumission dû à leur indépendance financière? Voilà. Alors, pourquoi certains hommes ont peur des femmes qui sont indépendantes financièrement? C'est ça? Exactement. Bon, est-ce que les hommes qui sont connectés, est-ce que vous avez peur? Bon. Je pense que c'est malheureusement une des réalités aujourd'hui qu'on est en train d'observer de plus en plus. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, malheureusement, avait résumé sa responsabilité à l'argent. Donc, vous voyez, avec nos parents, dans l'ancien temps, c'est généralement l'homme qui est le pourvoyeur financier, le seul pourvoyeur financier du foyer. Et donc, pour lui, la soumission de la femme est fonction de cela. Pour lui, son autorité en tant que responsable, leader de la famille, est liée au fait qu'il est le pourvoyeur financier de la famille. Et du moment où il commence à perdre du territoire en termes de pouvoir financier, effectivement, il aura malheureusement l'impression que
il n'a plus d'autorité et que la femme ne sera pas soumise, ainsi de suite, et que la femme ne va pas suivre son leadership, ainsi de suite. Donc, pour beaucoup d'hommes, c'est malheureusement cette mentalité qu'ils ont et qui font qu'ils ont du mal à être avec ces genres de femmes. Il y a des femmes aussi qui, malheureusement, ont cette compréhension que l'homme, on est bien avec l'homme ou bien on est engagé avec l'homme et on est soumis à l'homme lorsque c'est lui qui produit ou qui procure voilà, l'argent dans le couple. Maintenant, si la femme a cette conception-là, plus elle évolue d'un point de vue social et financier, moins elle serait encline à respecter son mari. Or, l'homme masculin a un besoin spécifique. Et là, lors de nos formations, on va en parler. L'homme, un des besoins spécifiques d'un homme, c'est le respect. Et un des besoins spécifiques de la femme, c'est la sécurité. Lorsqu'on comprend ces deux concepts-là, on peut naviguer rapidement dans les relations. Oui, moi, je voulais dire que l'argent, c'est un maître. L'argent, c'est un maître qui peut traîner. Si tu l'as, c'est comme si tu as le pouvoir. Si tu ne l'as pas, vraiment, c'est comme si tu n'es pas reconnu. Parce que même le pauvre, quand il parle, sa parole n'a pas de valeur. Mais quand le riche parle, même s'il dit des sottises, les gens le suivent et les gens l'acclament. Donc, on dit que la femme qui a l'argent, c'est aussi, entre guillemets, on peut dire, fait peur aux hommes, parce que c'est ce qu'on voit habituellement. Mais bon, est-ce que c'est pour autant de l'affirmer que vraiment, comment il faut que cette femme, peut-être que c'est la mentalité, parce que j'ai remarqué que quand un homme n'a pas de l'argent, vraiment, c'est comme s'il perd ses pouvoirs. Comme mon mari vient de le dire, c'est comme s'il n'a plus de force. Même devant la femme, là, il se ridiculise. Pourtant, je pense que c'est un problème de compréhension des choses. Sinon, il n'y a rien en face. Il n'y a rien à avoir peur. J'aimerais dire aux hommes de ne pas avoir peur des femmes qui ont de l'argent. C'est problème de compréhension. Et aussi, il ne faut pas aussi que les femmes qui ont ce pouvoir-là pensent que parce que j'ai ce pouvoir, donc je dois chercher à dominer l'homme. Malheureusement, j'ai aujourd'hui beaucoup de personnes que je connais qui étaient mariées ou étaient engagées, mais dès lors qu'elles, je parle des femmes, dès lors qu'elles ont commencé à travailler, à avoir un niveau de revenu parfois très élevé, voilà, aucun respect. J'ai même un cas où elle décide d'acheter ce qu'elle veut, déposer à la maison sans discuter avec son mari. Ça crée des charges, mais bon, parce qu'elle a l'argent, elle fait ce qu'elle veut. Et donc, quand on commence à avoir ce genre de mentalité, voilà, on part sur de très, très mauvaises bases. D'accord, intéressant. On a beaucoup de questions, hein, donc on va aller très vite. Je vais vous les adresser au fur et à mesure. Un couple sans dispute est-il un couple parfait? Non, on a dit que, alors, il y aura toujours des conflits, mais on peut ne pas avoir tout le temps des disputes, d'accord? Les disputes, c'est qu'on est arrivé à un moment donné où on commence voilà, à ne plus s'entendre, ainsi de suite. Mais nous pensons qu'un couple sans conflit, c'est parfois deux hypocrites qui refusent de se dévoiler clairement. Vous savez, on va peut-être dans la politique de l'autruche, on ne voit pas les problèmes en face. Oui, ou soit c'est des personnes qui fuient. C'est-à-dire que vous savez, dans la gestion des conflits, il y a plusieurs attitudes qu'on adopte. Une des attitudes, c'est l'évitement. On peut décider d'éviter les conflits et on passe à côté des conflits. Mais le problème, c'est qu'un de ces quatre, un de ces jours, ce problème qu'on évite va ressurgir et donc ça va s'exploser comme une bombe dans le couple. Donc, pour nous, les disputes peuvent venir parce qu'on est différents, parce qu'on n'a pas forcément on n'est pas éduqué de la même manière, on a des arrière-plans différents, mais on peut être capable de pouvoir travailler dessus et profiter de nos différences pour grandir davantage. Je dirais même que même les enfants de mêmes parents
ont des disputes. Même les jumelles. Tout à fait. Les jumelles. À plus forte raison, quelqu'un qui vient d'une autre nationalité, peut-être même de même nationalité, qui ne se connaissent ni dada ni ex, le dispute. D'accord. Alors, on en a parlé tout à l'heure par rapport à la pression sociale. La question ici, c'est de comment faire, comment réagir face à cela. Comment faire face à la société africaine, la famille, les amis, surtout quand on a la pression pour se marier alors que l'on n'est pas encore prêt. Ok, je pense que c'est assez simple, hein. Comme on le dit, il faut être mature. Et quand on est mature, on est capable de pouvoir assumer ses choix tout en respectant ses parents. Lorsque les parents nous font des propositions ou nous orientent dans des chemins, c'est parce qu'ils veulent notre bonheur. Donc, déjà, on ne se met pas en mode conflit avec les parents parce que quand on commence comme ça, là aussi, c'est très dangereux. Mais on essaie de comprendre pourquoi ils veulent qu'on se marie, pourquoi, on comprend leur mentalité et on essaie maintenant de les rassurer par rapport à leurs craintes, par rapport à ce qu'ils disent. Parfois, c'est parce qu'ils ont peur que vous grandissez, que vous ne trouvez pas un mari ou vous ne trouvez pas une femme. Rassurez-les, dites-leur comment vous êtes en train de vous projeter dans la vie, quels sont vos objectifs et voilà, assumez votre choix parce que après tout, comme on l'a dit, c'est vous qui allez vivre dans cette relation. Très bien. Vous avez parlé d'alliance. Du coup, il y a une question dans ce sens-là. Quelle est la faute grave qui pourrait mettre fin à cette alliance du mariage? C'est-à-dire, religion mise à part, est-ce qu'il y a une faute qu'on ne pourrait pas pardonner dans ce cadre d'alliance-là ou est-ce que tout est tolérable finalement? Il n'y a pas de faute, hein? Il n'y a pas de faute. En alliance, les fautes sont toutes pardonnées. Même si c'est grave, on doit se soutenir, on doit pardonner pour aller de l'avant. Il n'y en a pas. Oui. Alors, souvent, cette question, on a l'habitude plutôt de répondre à la personne en disant quelles sont les fautes que vous ne pouvez pas pardonner. Parce que ce que, par exemple, moi, j'estime impardonnable, quelqu'un d'autre va pouvoir le pardonner. Donc, en réalité, ça veut dire que toutes les fautes sont pardonnables. Mais la vraie question, ce n'est pas est-ce que toutes les fautes sont pardonnables, mais est-ce que vous avez la capacité de tout pardonner. Donc, c'est là où plutôt il faut est-ce que je suis capable de pardonner tel type de faute? Et si vous n'êtes pas capable de commencer à apprendre à aimer les autres, comment y arriver? Comment pardonner les autres? C'est de se rendre compte que nous-mêmes, on n'est pas parfait. C'est de se rendre compte que nous-mêmes, on fait des erreurs. Et quand on fait des erreurs, tout ce qu'on veut, notre souhait, c'est que les gens puissent nous accepter. Donc, il faut d'abord accepter les personnes, même si la personne a fauté. Il y a des fautes qui font mal, qui vont vous prendre du temps, d'accord, qui vont vous mettre même dans un processus de guérison intérieure, mais il est possible d'arriver au bout et de pardonner. Comme on le dit, il y a des cas où ça sera difficile, mais on peut y arriver. D'accord. Quels sont les principes de la vie de couple? Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des principes de la vie de couple? Je ne sais pas si la personne peut peut-être préciser sa question, si vous la comprenez, mais la personne demande quels sont les principes de la vie de couple, d'après vous? Oui, bon, le principe là, c'est assez, excusez-moi l'expression, mais c'est assez vague, c'est assez large comme principe. Comme on l'a dit, pour nous, pour la vie de couple, il faut le voir comme ce bel édifice que vous voulez construire. Donc, les premiers principes, c'est les principes liés au fondement dont on a parlé. Ensuite, lorsqu'on a posé les bons fondements jusqu'au choix, ensuite, maintenant, il faut les principes pour la vie à deux. Donc, il y aura la bonne gestion des conflits, la bonne communication. Donc, il faut apprendre les principes de la bonne communication dans le couple parce que c'est différent parfois de la communication en entreprise. C'est vrai qu'on va appliquer des stratégies, mais c'est parfois différent. Voilà, il y a des principes sur de l'argent, hein, les principes sur la gestion du cadre social et de la belle famille et la gestion même des différents événements qui vont affecter le couple. Vous savez, chaque couple passe par des événements changeants. Aujourd'hui, vous vous mariez, vous êtes à deux. Demain, les enfants vont venir. Après, peut-être, on aura des promotions au travail.
ainsi de suite. Il y aura des réalités qui vont, vous allez peut-être déménager dans un autre pays. Toutes ces réalités-là affectent la vie du couple. Donc, il faut avoir des principes pour pouvoir aborder tous les changements de la vie de couple de manière sereine. Donc, c'est assez large comme question. Il faut aussi être mature pour faire face à des décisions que nous allons prendre à tout moment, à chaque changement. Si, par exemple, je vais changer de voiture dans le couple, c'est des discussions. Il faut être mature pour savoir quel choix je suis en train de faire, qu'est-ce que ça peut apporter. Donc, il y a beaucoup de choses. D'accord. Et justement, là, vous parlez de discussion, vous parlez de communication, et la question suivante, c'est comment pouvoir échanger avec un conjoint qui fuit la communication? Alors, vous allez vous rendre compte que généralement, dans ces cas de figure, au départ, la personne ne fuyait pas la communication. Parce que quand il s'est approché de vous, vous avez commencé à communiquer. Et vous savez, lorsqu'on commence, on communique, on échange, voilà, on est prêt à passer du temps avec la personne. Parfois même, on n'est pas encore ensemble, mais on se fait des WhatsApp. On passe toute la nuit au téléphone. Mais après, on voit que la personne fuit la communication. Je ne sais pas si c'est une dame ou un homme qui a posé la question, mais vous devez d'abord vous arrêter pour dire qu'est-ce qui a brisé cette belle communication qui existe entre nous. Il y a des tueurs de communication et ça, vous devez les découvrir. Nous en avons parlé dans notre livre, il y a des tueurs de communication. Donc, il faut voir qu'est-ce qui a tué votre communication. Est-ce que ce n'est pas vous-même votre attitude? Parce que si la personne communique avec vous et que dans chaque discussion qu'on a avec vous, ça découle ou bien ça conduit à des disputes, à des conflits qui prennent du temps, qui affectent votre amour, demain, il n'aura plus envie de discuter. Donc, il faut identifier d'abord qu'est-ce qui empêche la personne de s'ouvrir à vous. Donc, ça peut être vous, ça peut être vos blessures intérieures, ça peut être votre immaturité ou son immaturité également à lui. Ça peut être parfois les questions de tempérament. Et ceux qui vont s'inscrire à la prochaine activité dont on a parlé tout à l'heure, on va parler de ça. Parfois, il y a des personnes qui sont d'un type de tempérament beaucoup plus réservé, ainsi de suite. Et donc, en fonction de ces personnes-là, il y a une manière de communiquer avec ces personnes. Et donc, et toutes ces choses, quand on l'apprend, on va essayer maintenant de travailler progressivement sur ces éléments, les corriger, ce qui a corrigé, et développer ce qui a développé pour améliorer la communication. Ah, mais c'est super. Et pour l'événement, on ne l'a pas précisé, c'est en ligne, c'est ça? C'est aussi disponible pour ceux qui sont à l'extérieur de Dakar. Oui, exactement. Merci beaucoup, Gaius, pour ce rappel. Effectivement, on veut le faire en hybride. On veut le faire en présentiel pour ceux qui seront là, ici à Dakar. Mais également, ça sera également disponible en ligne pour ceux qui sont loin et qui ne pourront pas être là. Ils pourront se connecter via une plateforme qu'on va vous préciser. Génial, génial, génial. Parce que nous avons beaucoup de personnes qui sont connectées à distance et qui sont intéressées. La prochaine question, c'est la suivante. Et c'est une question qui revient aussi dans beaucoup de discussions. Quel est votre concept, vous, de la soumission de la femme dans le couple? Bon, la femme va parler. D'accord. La soumission de la femme, la Bible dit femme soit soumise pour ceux qui sont chrétiens. Mais la soumission, c'est sous mission. Nous sommes en sous-mission. Donc, il y a une mission qui est là, l'homme a la mission et nous sommes en sous, nous sommes associés. Donc, nous devons vraiment accompagner nos maris dans cette mission. Ça ne veut pas dire être bête et accepter tout et dire, genre être béni, oui. Non, mais apporter sa pierre d'édifice et ne pas vouloir prendre la place de l'homme en vouloir agir comme l'homme et ne pas rester à sa place. Donc, la solution, c'est de rester à son poste, comme peut-être un secrétaire, monsieur le directeur, il donne des ordres et on exécute ces ordres en respectant les clauses et en apportant aussi sa pierre d'édifice avec la manière, avec le tact.
pas avec dictature, pas vouloir gronder, bien quoi, mais avoir la sagesse de pouvoir apporter cette pierre de l'édifice. Alors, David, c'est ce qui peut être en résumé, c'est que il n'y a pas. La soumission, en fait, c'est de comprendre qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau et d'accepter que l'homme soit le leader de la cellule familiale. Parce que si vous êtes le leader, au finish, vous allez détruire tout. Donc, c'est d'accepter le leadership de son mari, simplement, et de jouer le rôle d'influence. D'accord? La femme, en fait, ce n'est pas une question de valeur. L'homme et la femme sont égaux, mais c'est une question de responsabilité, une question fonctionnelle. Pour que ça fonctionne dans la relation, il faut qu'on accepte que l'un soit le leader de la cellule familiale et que l'autre joue le rôle d'aide et le rôle d'influence. Et donc, ce rôle l'amène à influencer le chef d'État sans forcément être le chef d'État. Vous voyez, la femme pour nous, la femme a le meilleur rôle. Parce que ce n'est pas elle qui est frappée lorsqu'il y a un problème, c'est l'homme qui reçoit les coups parce que c'est lui le responsable, mais elle a la capacité d'influencer sur le leadership de son mari. Et la femme qui comprend ça, elle a déjà des astuces. Dieu lui a naturellement doté des choses qui permettent à cette femme-là d'influencer son mari. Mais si elle part plutôt pour prendre la place de l'homme, malheureusement, ça crée des conflits et l'harmonie passe par la porte de sortie et le couple commence à avoir des difficultés. D'accord. C'est très intéressant ce que vous dites et ça rejoint ce que je pense également par rapport à la femme dans ce rôle d'influence, de soutien, d'accompagnement. Et elle gère, hein, en fait, elle gère dans l'ombre, mais parfois, je pense que les femmes, elles sont plus fortes que ce qu'on pense d'ailleurs. Quand elles acceptent leur rôle, en fait, c'est elles-mêmes qui dirigent et nous, les hommes, souvent, on pense que c'est nous qui avons le pouvoir et que c'est nous qui sommes devant, mais derrière, c'est généralement la femme. Parfois, tu te dis, mais j'ai réfléchi ça, voilà ce que j'ai décidé. Mais tu ne sais pas que ça fait 3 semaines, ça fait 3 mois que la femme est en train de te cuisiner, de te préparer des choses, de te présenter, de pousser ce client. Et tu te réveilles au matin, tu te dis, bon, j'ai décidé qu'on fasse ça ou bien je choisis qu'on aille ici. Mais tu ne sais pas que tout le processus, on te préparait à ça. Voilà. Il y a une question. Quel est le secret de la longévité dans un couple? Comment garder la flamme de l'amour allumée? Wow. Comment garder la Flamme de l'amour. Deux secrets. On en a beaucoup. Mais le premier, c'est la bonne attitude. Vous savez, l'attitude, c'est comme cet élément-là qui vient peindre la couleur que vous voulez, votre relation. Lorsque vous avez une bonne attitude, cet état d'esprit positif dans la relation, vous allez peindre votre union d'une couleur gaie, d'une couleur de joie. Et vous savez, ça vous donne même d'être joyeux, d'être en bonne santé et d'éviter les crises cardiaques. Donc, ça vous donne de la longévité, physiquement parlant, mais également à votre couple. Donc, l'attitude que vous avez chaque jour, et vous savez, ça part déjà là, dans vos pensées. Quelles sont les pensées qui vous animent lorsque vous parlez de votre couple, lorsque vous êtes dans votre couple? Vous savez, tout ce qui vous passera par la tête ne doit pas forcément être des pensées qui doivent animer vos actions. Vous devez faire le tri de ce qui vient dans vos pensées. Lorsque ma femme fait quelque chose, par exemple, il y a plusieurs idées qui viennent. J'ai envie de parler, je vous donne un exemple simple. Ma femme me met en retard. Et donc, tous les hommes se retrouvent dans cette situation. Bel exemple. Il faut avancer dans cet exemple-là. Exactement. Et donc, à ce moment précis, vous avez le choix de pouvoir crier, de pouvoir se fâcher et de crier, de l'insulter, de dire tout ce que vous voulez. Mais vous avez aussi le choix de pouvoir adopter une autre attitude, une attitude beaucoup plus posée, de comprendre qu'elle a eu peut-être des difficultés, elle a eu peut-être des contretemps, ainsi de suite, et de pouvoir essayer maintenant après de trouver des stratégies pour l'aider à être beaucoup plus à l'heure prochainement. Donc, votre attitude va guider vos actions. Et donc, pour nous, un des premiers secrets, ce n'est pas tant la communication et tout, mais c'est d'abord l'attitude et les pensées que vous avez par rapport à votre couple. Et le deuxième secret qu'on peut donner, c'est de chercher
ou des, voilà, je ne veux pas dire chercher, mais c'est de tout faire pour éviter la routine dans la relation. Et ça, on va voilà, développer des astuces pour sortir de la routine, mais comprenez que le couple, lorsqu'il tombe dans la routine, vous partez sur la porte de sortie. Donc, pour l'illustrer, il faut dire que l'amour est comme une sauce qu'il faut réchauffer à tout moment. Sinon, ça va sentir mauvais. Il faut envoyer comment on dit, des bois pour tout le temps ne pas permettre que le feu, que cette flamme s'éteigne. Donc, c'est les bonnes manières, les cadeaux, des petites astuces pour pouvoir amener le couple à vivre longtemps. Pourquoi ne pas innover des choses qu'on n'a jamais fait, amener des bonnes idées. Voilà. Gary, une des choses qui nous a transformé, hein, notre couple a transformé notre couple, c'est de comprendre l'amour, la manière d'exprimer l'amour. Et il y a un célèbre auteur que tout le monde connaît, bien sûr, qui s'appelle Gary Chapman, qui a parlé de 5 langages d'amour. Et pour nous, ça a été un déclic qui nous a totalement transformés. Parce qu'à partir de là, j'ai commencé à découvrir ce que ma femme reçoit comme amour et ce que moi également je reçois comme amour. Et donc, vous allez voir qu'en le manifestant, on est beaucoup plus efficace en touchant le cœur de votre partenaire plutôt que de s'arrêter dans des règles ou dans des théories généralistes qui s'appliqueraient à tout le monde. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord, excellent. Bon, on va essayer de finir quand même à 14h30 GMT, donc il nous reste quelques minutes pour conclure. Il y a tellement de questions. En 30 secondes, l'aspect financier est-il négligeable dans la vie d'un couple? Non, pas du tout. Très important. C'est très important. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est votre attitude vis-à-vis de l'argent. Est-ce que l'argent sera pour vous un instrument, un outil pour améliorer votre couple? Ou bien l'argent sera un outil de pouvoir ou de domination que vous voulez utiliser. Tout est dans cette dynamique. Sinon, l'argent, on le sait bien, est essentiel pour pouvoir entretenir le couple, réagir aux besoins du couple, répondre à toutes les sollicitations dans la famille. Très bien. Pour de jeunes fiancés en début de cheminement qui sont convaincus de leur amour, mais durant leur parcours se rendent compte des divergences de leurs objectifs respectifs. Que faire? C'est déjà très bien de faire cette analyse et de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas dans le couple qu'il faut les découvrir, c'est là et c'est très bien. Maintenant, il faut s'asseoir pour pouvoir redéfinir votre projet. Vous savez, le vrai problème qui empêche les fiancés de pouvoir redéfinir leur projet de vie et d'arriver à une forme de concordance, c'est l'orgueil. Chacun, l'égoïsme également, chacun s'accroche à sa vision des choses, chacun s'accroche à sa manière de voir les choses. Et là, ça ne marche pas. Si vous pensez que vous êtes autosuffisant, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans votre vie, s'il vous plaît, ne vous mariez pas. Ne vous engagez pas. Restez seul parce qu'il y a des gens qui sont aussi appelés à rester seuls. Mais si vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie, ne le voyez pas comme un objet sexuel, mais vous devez l'intégrer dans toutes les dimensions de votre vie. Donc, il faut s'asseoir, discuter. Quels sont tes objectifs dans la vie? Quels sont tes projets? Comment on peut travailler ensemble à la réalisation de ce projet? À partir du moment où on se met ensemble, ça devient nos projets et qu'on construit ensemble. Et ça, c'est possible d'y arriver. Si vous ne pouvez pas, parfois ça peut être difficile, allez vous faire aider par des coachs. En suivant des formations, ça peut vous aider à clarifier vos manières de voir les choses. D'accord. Oui, allez-y. La divergence de projet est évidente parce que si dans un couple tout est uniforme, des fois, ça n'aide pas aussi. Si c'est uniforme, ça peut aider ou pas. Donc, on peut dire le mariage, on peut marier deux couleurs, un blanc et puis un bleu. Ça peut être joli. Voilà, ça peut être joli. Donc, si un projet, on peut voir le projet, peut-être le projet bleu, le projet blanc, on peut combiner ça pour que ça soit vraiment quelque chose d'appréciable. C'est ça le mariage. Excellent, excellent. Merci infiniment à vous. Nous allons conclure. Il y a plusieurs questions par rapport au livre, notamment les 2 tomes. Est-ce qu'on peut les avoir à Dakar? Si oui, est-ce que vous avez des détails à partager? Je pense que vous avez une page Facebook notamment où on peut retrouver la Happy Family.
Oui, alors la page Facebook, c'est Happy et l'homme Todro. Donc, vous allez sur cette page, vous pouvez nous contacter aussi directement. Happy Family, c'est notre chaîne YouTube, également sur lequel nous partageons quelques enseignements, quelques astuces, des capsules, ainsi de suite. Alors, les livres sont disponibles à Dakar, au Togo, au Gabon, au Maroc. Voilà, en ligne également sur Amazon, vous pouvez avoir ces livres. Je pense qu'une fois en Côte d'Ivoire également. Ah, génial. D'accord, donc les amis, n'hésitez pas, vous nous contactez à Baraka Gate ou alors vous allez sur Facebook, sur la page Happy et Long Family, et puis vous pourrez contacter les auteurs directement pour aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas pu traiter, mais c'est le but du jeu aussi, c'est un début, c'est pour aller plus loin. Pouvez-vous partager les infos sur l'activité? Bon, sur l'événement, j'imagine aussi que vous allez faire passer plus de détails pour que les gens puissent commencer par s'inscrire, c'est bien ça? Oui. Oui, mais comme on l'a dit déjà, c'est le 24 juillet. Rendez-vous des couples heureux, 24 juillet. Les liens d'inscription seront bientôt partagés. Excellent. Voilà, voilà. Bah, écoutez, merci infiniment pour ces bons moments. Les amis, je ne sais pas si vous voulez faire quelques remarques, quelques commentaires aux conférenciers. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à les écouter. Le temps est passé très, très vite. On ne l'a même pas vu passer, mais c'était un véritable plaisir. Est-ce que vous avez un mot de fin? Oui, alors, en termes de mot de fin, c'est de dire à chacun, à tout le monde, que c'est possible de réussir sa vie de couple. Et ça, nous ne cesserons jamais de l'affirmer parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où on n'y croit plus à cause de tout ce que nous voyons autour de nous. Mais commencez à croire déjà que c'est possible que votre cas, votre couple soit différent. Et tout commence là. Et maintenant, cherchez à apprendre, cherchez à découvrir des clés pour pouvoir asseoir une relation épanouissante et vivre le happy family que vous voyez derrière nous. Le happy family, c'est possible. Et l'homme, un mot de fin? Je voudrais dire merci à tous les auditeurs. Vraiment, on a aimé vraiment la séance, on a aimé les discussions, les questions. Et comme mon mari vient de le dire, c'est possible, hein, c'est possible. Parce que si aujourd'hui nous voyons des couples qui ont 20 ans, on a même participé à un témoignage de 60 ans de vie conjugale, vie de couple conjugale, ça veut dire que ça existe. Et on peut dire aux couples qui sont connectés que c'est possible. Merci beaucoup. C'est possible, c'est possible. On peut vivre un couple heureux, on peut vivre une vie de mariage épanouie, on peut vivre 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans de mariage de façon très heureuse. On peut rejoindre la grande famille, Happy Family. Merci, merci. Voilà, il y a de très bons commentaires. Hein. Voilà, Dieu vous bénisse. Merci pour ces bons moments. Merci beaucoup. Merci aux personnes qui ont contribué, largement intéressant. Merci à eux. Merci du partage. Merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir. Bon, voilà, vous avez énormément de commentaires. Nous allons faire en sorte que le replay soit disponible, la vidéo, parce que nous espérons qu'elle touche encore plus de personnes, qu'on la relaie sur les différents canaux et que nous puissions grandir ensemble et que nous puissions faire du concept Happy Family une réalité dans la vie de couple de chacun et de tous. Allez, portez-vous bien, Dieu vous garde et puis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.